C'est essentiel, c'est même numéro un dans l'entraînement en fait, c'est-à-dire que le repos, c'est ce qui va permettre au corps de s'adapter. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Donne ton mieux. Aujourd'hui, on parle d'un sujet passionnant, le sommeil et la récupération, mais surtout les impacts positifs que ceux-ci peuvent avoir sur nos performances. Alors, pour discuter de ce sujet, j'ai la chance d'avoir comme invité François Bieuzen de l'Institut national du sport. Alors, bonjour François. Bonjour Martin. Alors, François, tu es directeur des sciences du sport à l'Institut national du sport du Québec. Tu as été, là, entre autres, là, physiologiste en chef avec l'équipe canadienne de boxe, de patinage courte piste. Et tu es un spécialiste là, au niveau là, du sommeil et de la récupération, là, notamment. Exactement, c'est ça. Alors, un gros merci d'être là. Je suis vraiment, vraiment très, très excité d'avoir l'occasion de te parler. En fait, là, un des éléments, un des points de départ, là, j'écoutais il y a quelque temps une entrevue avec Gustav Iden et puis Christian Blumenfeld, là, qui sont les champions en titre de pratiquement toutes les distances là, au niveau le triathlon. Et ils expliquaient que, dans le fond, leur vie se résume à s'entraîner, manger et dormir à un point tel là, que pour eux, aller se faire masser, c'était une perte de temps. Ils préféraient prendre ce temps-là pour faire des siestes et pour dormir. Donc, je pense que c'est un sujet qui est important parce que je me, un de mes combats, c'est d'attaquer là, les fameuses phrases là, de Beat Yesterday, No Pain, No Gain, les compagnies là, qui nous incitent à en faire plus, alors que c'est pas tout le temps là, la meilleure des solutions. Donc, c'est pour ça que tu es là. Et puis, on va se lancer, là, si tu permets, là, parler là, du sommeil, de l'impact que ça peut avoir là, sur nos performances. Oui, tout à fait. Et puis merci pour l'invitation d'abord. C'est un sujet super important, effectivement, le sommeil. Et puis pour en revenir aux phrases que tu mentionnais, effectivement, et au mantra un peu qu'on voit parfois, effectivement, l'idée c'est pas d'en faire plus, mais plutôt d'en faire mieux, je pense. Et le sommeil est clairement un des facteurs de performance si on s'y intéresse un petit peu. Alors, est-ce que le chiffre de 8 heures, là, c'est vraiment ça, là, tout le monde doit dormir là, 8 heures par nuit, sinon, point de salut? Alors, c'est un bon objectif, mais c'est un peu plus complexe que ça. C'est un peu plus complexe que ça dans le sens où tout le monde n'est pas fabriqué pareil, tout le monde n'a pas la même génétique, tout le monde n'a pas les mêmes rythmes de vie non plus. Donc, on va dire qu'entre 7 et 9 heures, c'est une belle fourchette à viser. Généralement, en dessous de 7 heures, on peut y arriver, hein. On peut y arriver à dormir 5, 6 heures et puis à te faire comme ça pour un moment, mais il y aura un moment ou un autre des répercussions. Et puis les gens qui disent qu'ils sont vraiment des petits dormeurs, en réalité, les vrais petits dormeurs, c'est une partie infime de la population. Le reste, c'est plutôt des personnes qui accumulent d'une dette de sommeil ou qui accumulent un sommeil un peu dérégulé. Donc, viser 7-8 heures, c'est l'idéal. Ça permet de bien récupérer, de bien se reposer, d'avoir une nuit qui est conséquente. Après, bien évidemment, ça va aussi dépendre de la qualité de la nuit. Il n'y a pas que la Mhm. quantité qui compte. Mais c'est ça, entre 7 et 9 heures, ça peut être une belle cible à viser, même si c'est pas toujours évident avec la vie de tous les jours. OK. Puis parce qu'on entend plein de choses, je veux dire, là, c'est facile, mais en fait, un peu, je veux dire, le mal du siècle, là. L'information est disponible partout, mais il faut savoir là, laquelle là, sélectionner. Dormir avant minuit, c'est ce qui est plus récupérateur. Est-ce que, ben, tu connais d'autres clichés un peu. Sur quoi vraiment il faut se fier là, pour avoir des bonnes nuits de sommeil puis maximiser là, les performances suite à ça, là? Écoute, la tendance actuelle de ce qui ressort en tout cas des études scientifiques et de tous les travaux un peu qui sont faits sur le sommeil sommeil et performance, et pas seulement d'ailleurs performance, sommeil tout court, c'est avant tout essayer d'être régulier dans ses heures de coucher, ses heures de lever. C'est-à-dire vraiment avoir une sorte de routine. Tu parlais effectivement de ces triathlètes qui sont très organisés dans leur vie autour de ça là. Bah, c'est pas mal ça. C'est-à-dire avoir une routine sur son sommeil et être capable de se coucher à une demi-heure près tous les soirs à la même heure, de se réveiller les matins tout le temps à la même heure. Mais ça veut dire aussi qu'il faut inclure les fins de semaine là-dessus. Et bien souvent, c'est un décalage sur la fin de semaine. On se couche un peu plus tard, on se réveille un peu plus tard, on a des changements. Puis ça crée comme une sorte de décalage horaire systématique. Donc en fait, vraiment, la clé numéro un, c'est essayer d'avoir une vie très régulière, qui se reproduit de jour en jour sur le sommeil, sur nos heures de coucher et nos heures de lever. Donc ça, pour moi,
la clé numéro un, plus même que la quantité de sommeil. C'est-à-dire qu'on OK. pourrait avoir envisagé une quantité de sommeil un peu plus faible. Mais à côté de ça, être très régulier sur ses heures de coucher et de lever, ce qui fait que finalement, en bout de ligne, il est fort probable que la qualité de sommeil, la qualité de récupération, la qualité de la perception aussi de son énergie soit meilleure à partir de ça. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la chose prioritaire. Puis après, tu disais effectivement, on entend beaucoup les heures avant minuit qu'on double, c'est mieux de se coucher avant minuit, etc. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus. Ça, c'est vrai, mais dans une certaine mesure, et c'est faux aussi dans une certaine mesure. C'est vrai dans le sens où la plupart des gens sont des profils, ce qu'on va dire. Il y a à peu près trois profils, les couche-tard, les profils intermédiaires et puis les lève-tôt ou couche-tôt. On va dire que pour tout ce qui est lève-tôt et couche-tôt et le profil intermédiaire, effectivement, généralement, ils vont aller se coucher entre 9h et 11h le soir. Donc, la première partie de leur nuit, qui est une partie fondamentale avec notamment une grosse portion de sommeil profond, eh bien, elle va commencer avant minuit. Donc, c'est effectivement, ces heures sont importantes. En revanche, si on est sur un profil couche-tard qui va se coucher à minuit, puis pour lequel ça va très bien convenir à son rythme de vie, puis qui va être en mesure de se réveiller à une heure un petit peu plus tardive le matin, eh bien peut-être que lui, ces heures importantes finalement seront après minuit, entre minuit et 2, 3 heures du matin. Donc, donc là-dessus, il faut faire attention selon son profil. Puis ça, il y a des outils pour déterminer un peu son profil si on ne le connaît pas. Mais généralement, on arrive à peu près à estimer son profil. Eh bien, selon son profil, cette affirmation peut être vraie ou fausse. Mais l'idée, c'est plutôt de garder en tête que les premières heures de la nuit sont vraiment importantes plutôt que les heures avant minuit ou après minuit. C'est OK. plutôt les premières heures de la nuit. Et puis, est-ce que tu inclus des périodes de sieste dans ce calcul-là de sommeil ou c'est deux choses vraiment différentes? Ouais, c'est un bon point. Alors, ce sont deux choses différentes. La sieste n'est pas tout à fait un sommeil identique à celui que l'on peut retrouver la nuit, mais par contre, c'est un vrai sommeil qui peut compenser des nuits difficiles ou un manque de sommeil ou une fatigue passagère. Donc c'est vraiment une belle option, la sieste, pour pouvoir, quand on en ressent le besoin, puis c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que si on n'a pas le sentiment d'être fatigué, si on n'a pas de somnolence ou quoi que ce soit, c'est pas forcément nécessaire de faire une sieste. Mais quand on en ressent un petit peu le besoin, qu'on sent une petite fatigue, qu'on sent qu'on a moins bien dormi dans les nuits précédentes, eh bien la sieste peut vraiment être un moyen de rattraper une partie du sommeil et surtout rattraper un petit peu les bénéfices que le sommeil nous offre et qu'on pourrait avoir perdu un petit peu avec des nuits de sommeil un peu altérées. Donc la sieste est vraiment une formidable option pour compenser un sommeil un petit peu délicat. Concrètement, c'est quoi les impacts positifs là, du sommeil là, sur que ce soit ben, je veux dire, oui, il y a l'aspect fatigue, tu sais, juste dans la vie de tous les jours, mais côté le plus sportif, c'est quoi les impacts positifs là, de bonne nuit de sommeil? Ils sont super nombreux, c'est ça qui est intéressant. Ils vont aller ça va toucher à la fois notre capacité énergétique, ou en tout cas à recharger nos batteries d'un point de vue énergétique, jusqu'à l'aspect décisionnel, cognitif, où on va être en mesure de prendre des décisions soit plus éclairées, soit plus rapidement, soit plus pertinentes aussi par rapport à des situations. Donc ça touche vraiment un ensemble de facteurs. Ça va également diminuer le risque de blessure. Ça va diminuer aussi, enfin augmenter notre résistance immunitaire ou en tout cas nous rendre moins perméables aux petits rhumes, aux petites choses comme ça qu'on peut être amené à attraper lorsqu'il y a des périodes un peu plus de fatigue. Donc en fait, par rapport à l'entraînement, ça touche quasiment l'ensemble du spectre des facteurs de performance, donc vraiment tout ce qui va toucher notre capacité à performer. Dans les dernières études, puis qui commencent peut-être un petit peu à dater d'une dizaine d'années, par exemple, ça montrait que quand on avait une perturbation du sommeil ou on commençait à accumuler un déficit de sommeil, eh bien, la restauration énergétique, notamment au niveau du glycogène, qui est une ressource importante de la production d'énergie, eh bien, a été beaucoup plus ralenti lorsqu'on avait une dette de sommeil par rapport à quelqu'un qui avait un sommeil tout à fait normal. Donc très concrètement, on fait une séance le matin, on en a une autre séance à faire dans la journée. Eh bien, si on est en dette de sommeil, ça va être plus dur énergétiquement de faire la seconde séance que si on a eu un sommeil de qualité auparavant. Donc c'est plein de petites choses comme ça là, qui se cumulent sur à peu près tous les aspects qui font que le sommeil, c'est un vrai facteur clé de la performance. Et il faut être vigilant là-dessus. Là. Et puis, la question que je me posais, si par exemple j'ai eu une mauvaise nuit de sommeil, parce que ça arrive souvent, j'ai une mauvaise nuit de sommeil, j'ai une séance d'entraînement le lendemain matin,
Est-ce que je priorise rester au lit plutôt que d'aller m'entraîner? Parce que c'est des situations, puis là, ben, je présume que c'est comme ça dans tous les sports, mais je sais qu'au niveau du triathlon, la course à pied, les gens, tu sais, il y a un horaire, on respecte l'horaire et puis on va aller s'entraîner même si on est fatigué. Qu'est-ce que tu recommanderais? En fait, c'est une question finalement qui est assez complexe et qu'on peut aborder de façon assez large, assez macro au début, puis la diminuer progressivement avec un peu un mécanisme d'entonnoir là. Je dirais que nous, la manière dont on programme l'année, et là je vois vraiment au niveau de la saison, de la périodisation de la saison, euh, on s'assure de cibler des moments où on va être très vigilant sur son sommeil. C'est-à-dire que souvent la période d'affûtage qui précède une compétition, Ouais. la semaine qui précède, là, on cherche à vraiment être vigilant sur son sommeil pour garantir, maximiser nos chances, les chances de notre corps de bénéficier de tout ce qu'on lui a mis comme entraînement dans les semaines qui précèdent. L'autre période qu'on vise particulièrement, c'est la période qui pourrait être la fin d'un bloc d'entraînement ou la période où on pourrait avoir une surcharge importante dans ce bloc d'entraînement. Donc là, probablement la semaine la plus difficile d'un bloc d'entraînement. Ouais. Où là, on est vraiment vigilant là-dessus parce qu'on sait que ça va tellement tirer sur le corps qu'il faut lui donner toutes les chances de passer au travers pour éviter, un, de se blesser, puis deux, bah, maximiser les chances de bénéficier de l'entraînement à ce moment-là. Puis ça, c'est macro. Donc, on commence par ça. On commence par cibler quelques périodes dans l'année sur lesquelles on va être intransigeant sur notre sommeil, puis qu'on va vraiment être très attentif là-dessus, quitte à retarder les entraînements du matin ou à se laisser des périodes de sieste dans la journée, voilà, à compenser finalement comme on peut notre entraînement. Après, quand on rentre dans la journée spécifiquement, le cas que tu mentionnais, une nuit difficile et puis un entraînement qui peut être un peu tôt le matin sur lequel on peut avoir un peu de difficulté à se lever. Euh, Si c'est qu'une seule nuit, c'est pas bien grave. Moi, j'ai vu des personnes devenir championnes olympiques avec quasiment une nuit blanche la veille parce que le stress, parce que Ouais. les pensées tournent dans tous les sens, etc. Où ça devient un peu plus problématique, c'est que si on commence à accumuler des nuits de mauvais sommeil. Où là, on dit généralement qu'au bout de 3, 4 nuits, ça commence à vraiment avoir des effets négatifs. Donc, c'est là qu'il faut trouver des façons de compenser. Donc, la sieste dont on parlait tout à l'heure peut en être une. Mais effectivement, décaler peut-être un peu l'entraînement du matin si c'est la solution, ça peut être aussi une option, quand c'est possible évidemment. Ou parfois, il faut aller voir est-ce que cet entraînement est vraiment nécessaire et que ça pourrait peut-être être plus important une fois de se laisser la chance d'avoir une belle nuit de sommeil pour récupérer, puis pour relancer un rythme correct. Parce que le problème aussi du sommeil, c'est quand on commence à le dérégler, on le dérègle de plus en plus. À la fois, on y pense, on se dit, ah, j'ai mal dormi la nuit dernière, cette nuit, je vais mal dormir. Donc, il y a toute une sorte de vicieux qui peut très rapidement se mettre en place. Donc, plus rapidement on le coupe, plus rapidement on peut être efficace et revenir à quelque chose de tout à fait normal. Donc, il y a plusieurs façons de s'ajuster là-dessus, mais en tout cas, une nuit de sommeil, de mauvais sommeil, ça n'a pas d'inquiétude. On peut largement la compenser, puis on peut très bien aller s'entraîner et être performant à l'entraînement sans aucun problème. Avant de passer là, à la récupération, on entend là, plusieurs trucs là, pour mieux dormir. Là, donc, là, arrêter là, ou du moins là, serrer nos téléphones, fermer les écrans. Est-ce qu'il y a d'autres petites mesures qu'on pourrait mettre en place là, pour favoriser là, justement là, une bonne nuit de sommeil? Ouais, il y en a plein. Et puis c'est souvent d'ailleurs là-dessus que j'interviens quand j'ai des personnes avec lesquelles on travaille sur leur sommeil et puis on essaie d'améliorer leur sommeil. C'est souvent sur les facteurs environnementaux et tout ce qui se passe avant la nuit. Il y a une petite liste, elle est assez simple, c'est s'assurer que la chambre soit suffisamment fraîche. Donc, on dit entre 18, 19, 20 degrés maximum. Ça, c'est une des premières options. S'assurer qu'elle soit très sombre aussi. Ça, c'est vraiment important parce que ça va éviter que l'on se réveille trop tôt par la lumière du jour ou qu'il y ait la lumière de la nuit lorsqu'on a des micro-réveils, parce qu'on a beaucoup de micro-réveils dans une nuit qui sont tout à fait normaux, on soit interpellé, l'œil soit interpellé par de la lumière et puis nous pousse à nous réveiller un petit peu plus que ça. Donc, avoir une chambre très sombre, c'est important. Limiter au maximum les bruits environnementaux. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose de très important pour pouvoir bien dormir. Donc, ça peut vouloir dire parfois porter des bouchons de cire pour les oreilles si ça limite ça. Surtout quand on est en déplacement ou mettons qu'on est à la veille d'une compétition, d'une course dans un hôtel en bord de route. Ça peut être intéressant d'avoir ces petits outils avec soi pour se garantir une nuit d'un peu meilleure qualité. L'autre chose, c'est
c'est prendre une douche chaude ou froide. Ça, Ah, c'est à voir. Les deux fonctionnent aussi bien. On va dire 30 minutes à 45 minutes avant d'aller se coucher. Donc, ça pourrait faire que ce soit le froid ou le chaud, ça pourrait faire baisser la température du corps et ce qui est un facteur qui va favoriser l'endormissement par la suite. Donc, ça, c'est une petite astuce qui marche bien. Après, il y a aussi au niveau alimentation. On évite les repas trop riches en graisse, difficiles à digérer. Donc, on l'a tous expérimenté. Un bon repas de fête, c'est plus dur à digérer derrière. Puis évidemment, l'autre chose, c'est l'alcool. L'alcool, c'est clairement pas un ami là, pour le sommeil. Donc, c'est vraiment quelque chose à limiter fortement. Non pas parce que ça va nous empêcher de nous endormir. Généralement, on s'endort à peu près correctement. Mais par contre, ça va générer une qualité de sommeil pendant la nuit beaucoup moins bonne, beaucoup moins efficace si on a consommé de l'alcool avant. Et puis enfin, la dernière chose, c'est sur tout ce qui est caféine. Là, on est plus ou moins sensible à la caféine ou aux excitants en général. Et on conseille, puis je reviens d'une conférence qui en parlait encore il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, il conseille d'arrêter à peu près 9 heures avant le coucher la caféine. Donc ça fait quand même une très grande plage horaire là. Je pense qu'on est peu à le faire réellement. Mais c'est ce qui serait idéal pour le sommeil. Donc, ça veut dire aussi qu'on est vigilant à l'heure à laquelle on va consommer son dernier café. Et puis, c'est pas parce qu'on est habitué que ça n'a pas d'effet non plus sur notre sommeil. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles il faut être vigilant. Puis, enfin, effectivement, ce que tu disais, tout ce qui est téléphone et choses qui occupent l'esprit, qui nous gardent éveillés, les alertes, etc. Tout ça, faut essayer de les stopper une demi-heure à trois quarts d'heure avant d'essayer de s'endormir. J'avais un prof il y a longtemps là qui disait que la chambre, ça devait être un sanctuaire pour le sommeil là. Donc ça résume un peu l'esprit. C'est créer un environnement très propice à ça. C'est pas l'endroit où on travaille, c'est pas l'endroit où on réfléchit trop, etc. C'est vraiment un endroit où on est apaisé, calme et on est dans une belle disposition pour pouvoir s'endormir. un autre des éléments euh, qui est un peu là, justement lié là, aux fameuses phrases qu'on parlait de mantra tantôt, les journées de repos, les journées de récupération. Il y a tellement de données qu'on peut avoir, entre autres le Training Peaks là, qu'on utilise. Puis là, dès que tu prends une journée de congé ou dès que tu prends une journée qui est un peu moins là, intense, bon, tu vois tes chiffres descendre. Donc, ça devient difficile. Pourquoi c'est important d'avoir des journées de récupération ou des entraînements plus faciles? C'est essentiel, c'est même numéro un dans l'entraînement en fait, c'est-à-dire que le repos, c'est ce qui va permettre au corps de s'adapter et de bénéficier de ce qu'on lui a mis avant, des stimuli qu'on lui a mis avant et de tout le stress qu'on cherche à créer sur lui, puis qu'il y a un stress qu'on espère positif au bout d'un moment. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Donc, bien les planifier, ça, c'est important. Après, c'est sûr que c'est assez individuel. Certains vont pouvoir faire 2 rangs, 9 jours d'entraînement d'affilée, puis vont avoir besoin d'une journée de repos. Certains autres vont, tous les 3 jours, avoir besoin d'une journée ou d'une demi-journée de repos pour pouvoir vraiment s'adapter. Donc, ça, c'est assez individuel et ça prend de se connaître, ça prend justement de mesurer aussi sa réponse à l'entraînement. Mais la journée de repos, ça maximise les bénéfices de l'entraînement et deux, ça évite grandement les blessures aussi au bout d'un moment. Donc c'est sûr qu'on peut faire 6 mois sans quasiment période de repos, mais je suis prêt à parier gros que dans les 6 prochains mois, il y aura des blessures sévères qui vont apparaître ou des contre-performances importantes. OK. Donc, les entraînements, là, ce qu'on entend, là, justement, que ce soit les coureurs ou même les cyclistes, entre autres le Tour de France, là, il y avait une journée de congé le lundi. Donc, oui, ils vont rouler, mais ils essaient pas de se brûler, ils essaient pas là, de battre des records ces journées-là. Exactement, ils font quasiment rien et c'est pas qu'un repos physique, c'est aussi un repos psychologique, c'est-à-dire que lors de ces journées-là, ils vont lâcher plusieurs choses. J'en discutais justement avec un des nutritionnistes la semaine dernière qui était avec une équipe du Tour de France là. Il me disait que sur cette période de repos, il est beaucoup plus libre sur la nutrition et c'est-à-dire qu'il est beaucoup moins vigilant. Alors ils ont les quantités énergétiques qu'il faut, etc. Mais sur le type d'aliments qu'ils mangent, il y a beaucoup plus d'aliments plaisir, il y a beaucoup plus de choses comme ça, où ça permet de faire des coupures et puis de nouveau avoir envie le lendemain, quand on remonte sur le vélo, d'avoir la rage d'avancer et de se dépasser. Donc c'est pas que physique non plus la journée de repos, c'est aussi pour faire un break mental et puis passer à autre chose pour à chaque fois revenir avec l'envie de se réentraîner ou de continuer de performer. Puis il y a plusieurs gadgets, là, justement, là, qu'on voit. Là. J'aimerais avoir ton impression sur que ce soit les vêtements de compression, les bottes Normatec, il y a des bracelets là, comme les Whoop ou les bagues ou peu importe là, sur nos montres là, qui nous donnent un paquet de données. Là. Est-ce qu'il y a
il y a des choses qui fonctionnent vraiment ou c'est des effets placebo ou c'est carrément là, des arnaques? Non, alors oui, il y a tout en fait. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on passe de l'arnaque. Je me rappelle, il y a quelques années, 10-15 ans, il y avait un bracelet que tous les tennismen portaient là, avec une sorte de halo lumineux qui était, enfin pas lumineux, une sorte de pierre, je sais pas exactement, qui était au niveau du bracelet. Il disait que ça régulait les flux, etc. Ça, clairement, c'était mensonger. Puis d'ailleurs, en Australie, cette entreprise a été condamnée puis a dû rembourser tous les clients. Donc oui, parfois c'est complètement mensonger. Parfois, c'est des choses qui sont vraiment efficaces et qui fonctionnent bien. Donc, euh, ça va être dur de tous les citer parce qu'il y en a malheureusement une quantité énorme, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quand même possibilité d'aller se renseigner sur des sites scientifiques, ou en tout cas scientifiques, mais avec des choses assez accessibles par tout le monde, pour savoir un petit peu si ces outils sont validés. En fait, c'est important de savoir pourquoi ils ont été designés, pourquoi ils sont faits et dans quoi ils sont validés. Parce que bien souvent, un outil peut être fonctionnel pour un type de récupération ou un bénéfice physiologique, par exemple, mais la compagnie, pour en vendre plus, va dire qu'il peut faire toute une amplitude d'action qui peut être beaucoup plus large que vraiment son cœur de métier, si je peux dire, là, sur cet appareil. Donc, c'est important de savoir ça, pourquoi ils ont été designés à la base. Si on prend, par exemple, les Normatec dont tu parles, donc ça a clairement été designé pour améliorer le flux sanguin, refroidir pour certains aussi les membres. Donc, dans ce cadre-là, ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal, mais c'est pas non plus aussi efficace que de l'eau froide, par exemple. Si on veut faire du froid puis qu'on utilise la fonction de froid de ces outils, se plonger dans un bain froid sera beaucoup plus efficace parce que l'eau étant bien moins isolant que l'air par lequel passe le froid via un Normatec, eh bien l'eau va être plus efficace, va plus pénétrer dans le corps. Enfin, le froid va plus pénétrer via l'eau dans le corps et donc du coup on aura un effet un petit peu plus efficace. Pour ce qui est du retour veineux et puis de la stimulation, eh bien il y a des outils tels que le Veno+. Je ne crois pas que ce soit vendu au Canada, mais en tout cas en Europe c'est assez bien vendu, qui est juste un outil qui se met sur le mollet, qui effectue une pompe et puis c'est le seul objectif, effectuer une pompe de mollet. Mais ce qui fait que dans cet objectif, il est très efficace pour actionner ça. Donc en fait, chaque outil a un peu ses bénéfices. Après, pour tout ce qui est monde de suivi de la charge, suivi du sommeil et ces choses-là, progressivement sur le sommeil, on vient à des mondes qui sont de plus en plus efficaces et qui donnent des résultats de plus en plus valides, mais on n'est pas encore au niveau des montres qu'on appelle médicales, que moi j'utilise quand je propose des analyses à des athlètes du sommeil. Donc on a généralement des montres qui vont sous-estimer la quantité de sommeil ou qui vont pas voir les moments où on bouge pas trop puis qu'en fait on dort pas. Donc souvent ça peut devenir une source de stress pour les gens parce qu'ils se lèvent le matin, ils voient oh j'ai dormi que 4 heures. Non, en fait c'est juste la montre qui n'a pas mesuré efficacement ton sommeil, donc pas de stress. Si tu travailles le matin et que tu sens que tu as bien dormi, c'est probablement que tu as bien dormi. Donc, c'est le meilleur indice. Donc c'est à prendre avec précaution. Et puis l'autre chose, sur toutes ces montres-là, le Whoop, par exemple, nous, on l'utilise avec les athlètes Enfin, certains athlètes l'utilisent pour eux ici à l'Institut national du sport. Et malheureusement, c'est pas designé pour des populations qui s'entraînent beaucoup. C'est-à-dire que c'est designé pour des populations un peu normales sur lesquelles, effectivement, quand il y a des grosses variations de charge ou des charges élevées, ça va dire attention, il peut y avoir un risque de surcharge. Mais avec nos athlètes, moi, ils sont tout le temps en surcharge, tout le temps en surentraînement, si je me fie à la montre. Donc, c'est quelque chose qui est pas du tout adapté à des populations qui s'entraînent beaucoup. Donc en fait, c'est comme tous ces trucs-là, c'est apprendre avec un peu de recul, de voir quel est l'indice qui peut nous être utile et puis comment on peut s'en servir. Mais par contre, c'est des choses que j'aime bien quand je fais une analyse de la saison, par exemple. Ça me permet de voir quand même des gros blocs, voir un petit peu comment c'est réparti la charge. On l'utilise aussi pour le HRV avec les bagues Oura Ring, par exemple, ces trucs-là. Ça marche quand même très bien. Donc ça permet d'avoir des mesures assez facilement et qui nous renseignent mais qu'on regarde avec aussi en discutant avec l'athlète, en discutant avec le coach, en mettant tout le contexte autour finalement. C'est vraiment important le contexte autour de ces outils, quoi. Donc ils sont pas tous achetés à la poubelle, loin de là, mais essayer de voir s'ils fonctionnent ou pas, ça peut être une bonne chose. Et puis, il y a des publications là-dessus scientifiques, c'est ce qu'il y a de mieux pour se renseigner là. Et puis le dernier élément, les massages, entre autres, là, j'ai entendu des commentaires un Ouais. peu discordants là-dessus. Est-ce que c'est bon ou ça dépend Ouais, des c'est sports? Ça pas se peut que évident. ça varie en fonction du sport? Exactement. Le massage, c'est pas évident parce que
À la fois, on voit un peu de tout dans les journaux de vulgarisation sur les massages. Dans la recherche, c'est un peu plus, dans les journaux scientifiques, c'est un peu plus organisé, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a une quantité de massages différents très importante et la vulgarisation a tendance à tout mettre dans le même sac un peu pour dire ça marche ou ça marche pas, si je résume. Or, en fait, l'histoire là-dessus aussi, elle est un peu plus complexe, dépendant du type de massage, dépendant du moment à qui on le fait, dépendant de la population à qui on s'adresse, il peut y avoir des effets bien différents. Si je résume assez facilement, puis que je m'intéresse que à la portion récupération là pour les massages, globalement, il y a un effet bien-être qui est consensuel. C'est-à-dire que tout le monde déclare un effet bien-être avec les massages et quel que soit à peu près le type de massage. Donc ça, c'est quelque chose d'assez commun à tout le monde. Donc c'est déjà bon à prendre, hein, l'effet bien-être, c'est intéressant. Après, sur l'effet physiologique, retour veineux, etc., là déjà, il y a très peu d'études qui montrent réellement qu'il y a un effet à ce niveau-là. Donc assez peu. En revanche, où on voit qu'il y a un effet, c'est quand c'est combiné à autre chose. Par exemple, si on fait de la récupération active suivie de massage, si on fait des massages suivis des bains froids. Donc quand on combine à d'autres techniques, c'est comme si 1 + 1 faisait 3 plutôt que 1 + 1 faisait 2. Donc c'est là où ça commence à devenir intéressant finalement. OK, ben génial. Écoute, un gros merci. Moi, il y a des bons trucs que je vais mettre en pratique, puis je vais retenir la phrase aussi, viser mieux que, que viser toujours plus, là. Ça, Exactement. je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Eh ben, écoute, nous, on a les Jeux Olympiques de Paris en ligne de mire, là, donc toutes les équipes se préparent soit pour les qualifications, soit juste leurs entraînements, se préparent à se rendre là-bas. Ça, c'est pour les sports d'été. Puis bah, les sports d'hiver, ils ont aussi des moments assez importants qui vont commencer à arriver là. Donc tout le monde est en ordre de bataille et puis on se prépare à essayer d'être performant en très bonne santé dans les prochains gros événements là. Parfait. Ben, un énorme merci. Et puis, Merci à toi, super j'espère que apprécié. prendre quelques semaines de vacances là, pour profiter peut-être du beau temps là, qui va arriver. Exactement, c'est prévu. C'est prévu. Merci. Merci beaucoup. Merci Martin. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec François Bieuzen sur le sommeil et la récupération. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à aimer et partager la vidéo et le podcast. Si vous avez des questions, des commentaires ou même des sujets pour un prochain épisode, alors je vous invite à l'écrire dans les commentaires. Et en dernier lieu, si vous avez besoin d'aide pour votre préparation à un événement d'ici la fin de la saison, n'hésitez pas à communiquer avec moi sur le site de Transit Endurance. Alors merci, à bientôt.